grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Voilà, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais avant tout propos saluer la grandeur et la beauté de notre univers, tant il est beau, tant il est grand. Je me réjouis de me retrouver en face de vous ce premier jour du deuxième mois de l'année 2026 pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun son niveau du sens. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique. Sujet que vous aurez, je l'espère, donc sujet que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir. En attendant, suivons cette présentation ensemble. Mesdames et messieurs, je voudrais prendre encore quelques petites minutes de votre précieux temps pour vous dire partiellement qui je suis. Je suis maître Maouyan Justin Dongbe-Houndé. Je suis de métier profane un sociologue de l'éducation. Je suis un Béninois résidant au Bénin. Sur le chemin de l'initiation, je suis un métaphysicien. Je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie. Sur le plan administratif, je suis le directeur fondateur de l'ISEP, entendez, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Je suis, comme vous le savez, un fils de cet univers, pas moins important que les autres, et j'ai le droit d'être ici. À vous, chers amis, vous qui êtes en train de me voir en ce moment, à vous je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles et les critiques infondées. Abandonnez tout ça dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maouyan Justin Dongbe-Houndé, je suis mon propre parcours. Je suis a ici la valeur d'un verbe d'état. Vocation du grand livre de l'univers. Vous savez, avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. Vous aurez l'occasion de le découvrir encore tout à l'heure. Nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment cachés au public. Des secrets entretenus dans de petits cercles d'individus, lesquels secrets ne sont malheureusement jamais parvenus au grand public. Et depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Notre époque, l'époque actuelle, ne tolère plus l'ignorance. Encore moins les fausses connaissances, les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Notre époque ne tolère plus ça. Je voudrais à cet effet vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue. Ceux qui ont fermement dit non à cette vie, dans laquelle ils s'emballent, c'est-à-dire ceux qui naviguent à vue, dans le but d'aller et venir, comme cet éléphant,
c'est juste une métaphore. Cet éléphant qui, rattrapé dans la savane, s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. N'acceptez plus cette vie-là. À vous qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, je voudrais demander d'être fier de vous-même pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs et moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres et d'assumer en même temps les devoirs que la vie m'a confiés à votre profit. Une preuve, s'il en est encore besoin, qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Je voudrais saluer, avant de lancer ce sujet de réflexion, je voudrais suggérer tout simplement que tous ceux et toutes celles qui sont actuellement en train de travailler pour l'installation des comités dans les quartiers, dans les quartiers de ville et dans les villages, tous ceux et toutes celles qui collaborent avec nos étudiants, je voudrais suggérer qu'ils s'activent davantage. Qu'ils s'activent d'autant que c'est la voie unique aujourd'hui qui puisse permettre au grand nombre d'avoir accès à la connaissance qui libère, d'avoir accès à la connaissance juste, d'avoir accès à la connaissance vraie. Et une fois que vous avez la connaissance vraie, vous allez progressivement quitter l'ignorance. Et ce sera la meilleure manière de laisser la graine de la vie germer en vous. À tous les étudiants et étudiantes qui se battent sur le terrain, je voudrais vous saluer à nouveau et vous féliciter. Alors à présent, nous allons venir à ce sujet de réflexion. Regardons ensemble. Nous sommes tous des visiteurs de ce temps et de ce lieu. Je dis bien, nous sommes tous des visiteurs de ce temps et de ce lieu. Nous ne faisons que le traverser. Notre but, je dis bien notre but, est d'observer. Notre but est d'apprendre. Notre but est de grandir et d'aimer. Après, nous rentrerons à la maison. Voilà ce que nous dit ce sujet de réflexion. Alors dites-moi en commentaire si c'est vrai que nous rentrerons à la maison. Mais de quelle maison s'agit-il? Si c'est vrai que nous ne sommes que des visiteurs ici, quels sont donc les autochtones que nous sommes venus trouver à notre arrivée sur place ici? Dites-moi en commentaire si vous pensez réellement que nous sommes des visiteurs de ce temps. De quel temps et de quel lieu parle le sujet? Vos réponses en commentaire. Le sujet nous propose un but: observer, apprendre, grandir et aimer. Est-ce vrai selon vous? Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà observé depuis que vous êtes ici. Ce que vous avez appris depuis que vous êtes ici. Comment ressentez-vous que vous avez grandi? Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de la taille, non, ni de l'âge. Dites-moi en commentaire si vous aimez vraiment. Et pour finir, réfléchissez au pourquoi et au comment observer, apprendre, grandir et aimer. Réfléchissez au pourquoi et comment de tout ça. Merci de partager ce sujet de réflexion avec vos proches afin qu'ils alimentent, ce sujet de réflexion alimente le quotidien de chacun de vous. Je vous invite à présent à suivre cette chanson pour dégager les leçons de vie qu'elle vous inspire. Suivons cette chanson.
65 ans. J'ai 65 ans. 37 ans de craie, de sueur, de silence. J'ai formé ce pays. Et aujourd'hui, ce pays me doit. Je ne m'en dis pas. Je réclame justice. De Libreville jusqu'à Oyem, j'ai marché dans la poussière. Franceville, Port-Gentil, j'ai porté la lumière. Des classes surchargées, des tableaux fatigués. Mais mon cœur n'a jamais quitté l'idée d'éduquer. Oh. J'ai corrigé la nuit pendant que la ville dormait. J'ai acheté la craie quand l'école en manquait. J'ai essuyé des larmes, j'ai calmé des tempêtes. J'ai donné du rattrapage sans rien demander peut-être. Aujourd'hui je suis vieux, mais je suis pas fini, C'est mon corps qui fatigue, pas mon esprit, On me dit laisse ça aux jeunes, Ton temps est passé, Mais ma dignité, elle n'a pas démissionné. Ce que vous nous devez, Honte, à l'État qui fait traîner. J'ai servi ce pays, j'ai porté sa maison, mais on me laisse au sol avec une petite pension. Je ne demande pas la charité, Je réclame la vérité, une dette reste une dette. même si mes cheveux ont blanchi. Ma dignité n'a pas pris sa retraite, non. Ma dignité vit. 3 ans de démarche, 3 ans de couloir, des portes qui se ferment, des regards sans histoire. J'ai écrit au budget, silence comme une tombe. J'ai saisi le médiateur, mon dossier s'encombre. Fonction publique promet Vérification. pendant que moi je compte les jours, les factures, l'attention. Mon nom n'apparaît jamais sur les listes affichées, comme si j'avais rêvé D'avoir travaillé et ma santé descend. comme un soleil qui tombe, Diabète dans le sang, médicaments qui manquent. ma femme se fatigue Petit boulot, petit pas, et mes petits-enfants me demandent grand-père pourquoi hey, comment leur dire que la patrie m'a oublié, que celui qui enseigne, fini humilié. payez Oh, ce que vous nous devez. honte, Honte, à l'État qui fait traîner. J'ai servi ce pays, j'ai porté sa maison, mais on me laisse au sol avec une petite pension. je ne demande pas la charité, Je réclame la vérité, une dette reste une dette. même si mes cheveux ont blanchi. Ma dignité n'a pas pris sa retraite. Ma dignité vive. Ah, vous qui signez les papiers, vous qui avez été nos élèves, vous savez ce qu'on a fait pour ce pays. On a enseigné la droiture, la loi, la citoyenneté. Alors appliquez la loi à vous-même, parce que le salaire dû doit être payé, parce qu'une créance, c'est un bien, et voler le bien d'un homme, c'est une honte nationale. Je ne suis pas seul, non, Nous sommes des centaines, des enseignants retraités, des vies pleines de peine, certains sont morts déjà, sans toucher leur appel. et leurs veuves continuent dans l'indifférence cruelle. Ce combat traverse le temps, Traverse les générations, ce n'est pas du bruit, c'est une réparation. on ne peut pas bâtir demain
Sur le mépris d'hier, on ne peut pas parler d'avenir en piétinant les maîtres. À l'opinion publique, Ouvrez les yeux, écoutez. si l'État peut ignorer ses dettes sans jamais payer, Quel message aux jeunes? quelle confiance demain? Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera le tien. Et Payez, payez ce que vous nous ce que vous nous devez. devez. Honte, honte, à l'État qui fait traîner. J'ai servi ce pays, J'ai porté sa maison. mais on me laisse au sol avec une petite pension. Je ne demande pas la charité. Je réclame la vérité, Une dette reste une dette. même si mes cheveux ont blanchi. Ma dignité n'a pas pris sa retraite, non. Ma dignité vit. Je suis Monsieur Ndon Eudezo. Un vieux maître debout. Pacifique. Mais debout. Et tant que je vivrai, je ne baisserai pas les bras. Là, vous avez aimé cette chanson. La première fois que moi je l'ai suivie, j'avoue, j'ai passé une trentaine d'années dans la carrière. J'ai été, comme beaucoup d'autres, instituteurs au départ. Et puis après, j'ai travaillé pour regagner l'école de formation des inspecteurs. Je suis allé voir des enseignants dans les classes travailler. Et après ça, j'ai commencé à faire l'université pour me retrouver là où je suis aujourd'hui. Et j'ai vu à travers cette chanson ce que nous vivons, ces enseignants retraités. Pas forcément les enseignants retraités, mais pour ce que je sais, ce monsieur que vous avez entendu, que vous avez suivi, et qui vous a vraiment donné le cœur, et vous a tracé le chemin. Et cette chanson est pleine de leçons. Je ne sais pas quelles leçons vous avez tirées, mais je sais qu'à la fin de sa chanson, il vous a dit quelque chose de très merveilleux que je voudrais retenir avec vous. Il a dit, un vieux maître debout. Il n'a pas dit un vieux maître assis ni couché. Il a dit un vieux maître debout. Pacifique. Et tant que je vivrai, je ne baisserai pas les bras. Alors vous qui pensez que c'en est fini, vous qui pensez que vous n'avez plus rien en fait donc à offrir ou à réclamer, c'est une leçon pour vous. Et puis quand j'ai regardé de bout en bout dans le texte de cette chanson, vous savez, il nous dit, il a 65 ans. Et il dit, il a 37 ans de craie, 37 ans de sueur, 37 ans de silence, et qu'il a formé ce pays pendant 37 ans. Vous imaginez ce que ça représente dans la vie de quelqu'un? 37 ans. 37 ans de craie, 37 ans de sueur, 37 ans de silence. Mais demandez-vous, et c'est ça la leçon de la vie, il a gardé le silence devant quoi? Devant quoi il a gardé le silence? Et quand vous vous posez dans cette question, il vous dit qu'il ne réclame que justice. Donc il a gardé le silence devant l'injustice pendant tout ce temps. Il vous dit, ce pays me doit. Il a gardé le silence pendant 37 ans devant ce que son pays lui doit. Vous avez suivi, il a dit, j'ai marché dans la poussière. Franceville, Port-Gentil,
J'ai porté la lumière. J'ai porté des classes surchargées. C'est ça la sueur. C'est ça la sueur. Et il a gardé le silence durant tout ce temps, pendant que les classes étaient surchargées et qu'il était bien obligé de travailler. Et il dit, des tableaux fatigués. Mais mon cœur n'a jamais quitté l'idée d'éduquer. Mon cœur n'a jamais quitté l'idée d'éduquer. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Quelles leçons vous tirez de cela? Dans vos fonctions respectives, où il y a tant d'injustices, tant d'inégalités devant vous, mais vous ne baissez pas les bras, parce que vous devez faire ce que vous devez faire pour donner à la nation la valeur qu'elle mérite. Et ce vieux maître debout, c'est comme ça en fait il s'est désigné, qui n'a pas baissé les bras et qui continuera tant que cela sera nécessaire à se battre, c'est ce qu'il a dit, et nous donne la voie et nous indique le chemin. Mon cœur n'a jamais quitté l'idée d'éduquer. Mais où se trouve la sueur? Il dit, j'ai corrigé la nuit pendant que la ville dormait. J'ai acheté la craie pendant que l'école en manquait. Quelle leçon ça nous dit? C'est le sacrifice du maître, de l'agent au service de sa nation. J'ai essuyé des larmes. J'ai calmé des tempêtes. J'ai donné du rattrapage sans rien demander. Il a 65 ans, 37 ans de sueur, 37 ans de craie, 37 ans de silence. Et vous dit, il a essuyé des larmes. Parce qu'il a vu peut-être ses collègues, ses collaborateurs. Il a vu peut-être ses élèves qu'il a gardés dans la détresse, dans la souffrance, dans la tristesse. Peut-être ceux-là qui manquaient du minimum et qui, au bord du désespoir, étaient bien obligés de se laisser aller aux larmes. Il a essuyé ses larmes. Il a même acheté de la craie pendant que l'école en manquait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis vieux, mais je ne suis pas fini. Je suis vieux, mais je ne suis pas fini. C'est mon corps qui se fatigue, pas mon esprit. C'est une leçon fondamentale que nous devons retenir, que vous devez retenir. Et quand on lui dit, laisse ça aux jeunes, ton temps est passé. Mais il dit non, c'est vrai, son temps est passé, mais il dit ma dignité, elle n'a pas démissionné. Donc, dans toutes les circonstances de la vie, il nous dit de garder notre dignité. C'est ça la leçon de la vie. Et nous devons en fait nous inspirer de ce que ce vieux maître debout, après 37 ans de sueur, 37 ans de craie et 37 ans de silence, nous devons garder à l'esprit tout ce que ce vieux maître debout est en train de nous enseigner. Et puis après, il s'adresse directement à son pays et à son État. Payez ce que vous nous devez. Honte à l'État qui fait traîner. Et il rappelle à cet État, j'ai servi ce pays, j'ai porté sa maison. Mais on me laisse au sol avec une petite pension. C'est à l'État qui dit ça. On me laisse au sol avec une petite pension. Je ne demande pas la charité. Je réclame ma vérité. Une dette reste une dette. Même si mes cheveux ont blanchi, ma dignité n'a pas pris sa retraite. Donc malgré les difficultés dans lesquelles il se trouve peut-être en ce moment à l'âge de 65 ans,
il continue de garder la dignité. Alors imaginez celui-là, il est de quelle génération? Est-ce que vous pensez avec moi que les enseignants que nous avons aujourd'hui, et c'est là l'appel qu'ils lancent, est-ce qu'ils peuvent garder cette dignité? Est-ce qu'ils peuvent garder ce calme? Est-ce qu'ils peuvent garder ce silence? Est-ce qu'ils peuvent travailler avec tant d'emphase? C'est cet appel qu'ils nous lancent. Et c'est ça la leçon de cette chanson. C'est la leçon que moi je partage avec vous ce jour. Alors quand vous suivez tout ce qu'il a dit, il dit, mais mon nom n'apparaît nulle part sur les listes, même quand on parle de rappel, comme si j'avais rêvé d'avoir travaillé. Et ma santé descend comme un soleil qui tombe. Et il ajoute diabète dans le sang, médicaments qui manquent. Ma femme se fatigue, petit boulot par ici, petit boulot par là. Et mes petits-enfants me demandent, grand-père, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait tout ça? Et pourquoi aujourd'hui ne pas en profiter? Comment leur dire que la patrie m'a oublié? Comment il peut dire à ses petits-enfants que la patrie oublie ceux qui travaillent pour elle? C'est un appel qu'il lance. Et dit que celui qui a enseigné finit humilié. Voilà le constat triste auquel il a abouti. Il dit, vous avez enseigné pendant des années, mais vous finissez toujours humilié. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, dites-le en commentaire. Dites-moi ce que vous ressentez, quelles leçons vous autres vous avez tirées de cette chanson-là. Comment leur dire que la patrie m'a oublié? C'est la question qu'il nous pose. Que celui qui enseigne finit humilié, payez ce que vous nous devez. Honte à l'État. L'État qui fait traîner les choses. Et il dit, ma dignité n'a pas pris sa retraite. Je ne vais pas en fait vous tendre la main autrement. Vous me devez, c'est ça que je réclame. Vous qui signez les papiers, vous qui êtes nos élèves, vous savez ce qu'on a fait pour ce pays. On a enseigné la droiture, on a enseigné la loi, on a enseigné la citoyenneté. C'est le moment pour vous d'appliquer à vous-même ce que nous vous avons enseigné par le passé. Alors est-ce que vous ne voyez pas que ça fait vraiment honte, ça fait gênant que les enseignants continuent peut-être d'espérer 2 mois après leur retraite, 3 mois après leur retraite, voire peut-être aussi des mois et des années pour certains, continuent de traîner sans avoir la moindre pension. Ce vieil homme de 65 ans qui affectueusement se fait appeler un vieux maître debout, pacifique, il dit, vous qui faites traîner les choses dans les bureaux, mais rappelez-vous que c'est nous, enseignants, qui vous avons tenu la main. Pendant que vous étiez en train de pleurer, c'est nous qui avons essuyé vos larmes. Pendant que vous manquiez du minimum, c'est nous qui avons mis la main à la poche en ce moment. Pendant que vous étiez égarés, c'est nous qui avons montré le chemin de la droiture, le chemin de la citoyenneté. C'est le moment d'appliquer la loi à vous et à vous-même. J'espère que ceux qui se sentent concernés sont dans le besoin de rectifier le tir, peut-être, si demain, si après-demain, ou si un jour, ils avaient la responsabilité de débloquer une situation qui a longtemps traîné et concerne un enseignant, un vieux maître. Celui-là qui ne réclame pas la charité, mais qui ne demande que la vérité, que cette vérité puisse s'appliquer à lui et à tous.
Il rappelle que le salaire dû doit être payé. Il rappelle que la créance est un bien et que voler le bien d'un homme, c'est une honte nationale. Je ne suis pas seul, dit-il. Nous sommes des centaines. Nous sommes des enseignants retraités par milliers. Il ajoute des vies pleines de peine. Certains sont morts déjà, sans toucher leur appel, et leurs veuves continuent de se battre. Ce combat traverse le temps. Ce combat traverse les générations. Ce n'est pas du bruit, c'est une réparation qu'il faut établir. On ne peut pas bâtir demain sur le mépris d'hier. C'est une grande leçon qu'il nous apporte. On ne peut pas bâtir demain sur le mépris d'hier. On ne peut pas parler d'avenir en piétinant les maîtres. Et il s'adresse maintenant à l'opinion publique. Il demande, ouvrez les yeux, écoutez. Ouvrez les yeux, écoutez. Si l'État peut ignorer ses dettes sans jamais payer, quel message laisse-t-il aux jeunes? Donc c'est à l'opinion publique maintenant que ce vieux maître s'adresse. Quel message laisse-t-il aux jeunes? Quelle confiance établit-il pour demain? Et il finit en disant, honte à l'État qui fait traîner, je dis bien qu'il fait traîner les choses. Vous avez entendu son nom? Moi, je préfère ne pas le prononcer pour ne pas heurter sa sensibilité s'il est en train de m'écouter. Mais je retiens de lui un vieux maître, debout, pacifique. Et tant que je vivrai, ça je le cite, je ne baisserai pas les bras. Voilà ce qu'il nous a laissé comme richesse. Je voudrais donc juste m'arrêter là pour vous inviter à suivre maintenant un plan qui a été écrit depuis des siècles pour empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. Tout ceci dans Force de savoir. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes. Maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile.
Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias. Contrôlez leurs histoires. Dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Voilà, j'espère que vous avez été émus d'écouter ce que nous a dit ce test. Ce test qui dit, ça a été écrit depuis des siècles pour empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. Je vais essayer de relire avec vous ce que j'ai retenu. Si vous voulez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Alors regardez ce qui se passe autour de vous. Un pays contre un autre. Et à l'intérieur d'un même pays, comment les ethnies se battent. On va dire le nord contre le sud contre le nord. Et à l'intérieur d'une même ethnie, comment les riches vont se battre contre les pauvres. Et à l'intérieur d'une même famille, est-ce qu'il y a cette unité? Donc ne pensez pas que c'est venu comme ça ex nihilo. Ça a été écrit, ça a été testé, ça a été essayé et voilà le résultat que nous vivons. Le test continue en disant, si il faut que l'Afrique ne s'unisse jamais, le moyen le plus sûr de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, selon des lignes tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés, ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, toujours pour les diviser.
Maintenez les différents fronts alliés non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière, parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Donc, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour construire quelque chose de durable, de solide. Il faut les diviser, qu'ils se battent entre eux. C'est ce qu'on appelle diviser pour régner. Donc, si les Africains, au lieu de se donner la main, au lieu de prendre conscience de ce que c'est leur division qui les ruine, vous comprenez bien qu'ils ne servent que deux objectifs, alors qu'ils vont penser que c'est leurs objectifs qui servent. Il y a des gens derrière qui tirent la ficelle et qui les obligent à se battre les uns contre les autres, afin que eux qui tirent la ficelle restent tranquilles à ruiner et à piller leur pays. Force de savoir. Et le texte continue en disant « Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. » Et où est-ce qu'il faut trouver ces gens-là? L'école les prépare, l'école les forme. Les plus corrompus, les plus manipulables, ceux qui recherchent le statut plus que le progrès. Donc, c'est là que nous appelons dans le jargon fond à Koé. Donc, le progrès de leur pays ne les intéresse pas, pourvu qu'eux, ils soient dans le progrès. Le texte dit que c'est sur ces gens-là qu'il faut s'appuyer pour éviter que l'Afrique devienne une puissance et une superpuissance. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Alors, s'ils veulent être loyaux à la puissance qui doit les installer, allez, il faut les mettre au pouvoir. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement, de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement le gouvernement de ceux-là et soutenez un coup d'État. S'il parle de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les. Ces citoyens africains qui veulent que l'Afrique s'unisse, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Vous voyez un peu ce plan conçu dans l'ombre, testé depuis des siècles, vous voyez ce que ça a prévu pour nous, les Africains. Laissez-les exporter leurs matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, contrôlez les champs pétrolifères, contrôlez les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Donc, le texte dit, le plan dit simplement, s'il s'agit de leur matière première, achetez ça à bas prix. Mais quand vous reviendrez maintenant à leur vendre ce que vous avez transformé, il faut que ça devienne très cher. Vous voyez, les gens qui ont pensé à la place des Africains, qui se sont souciés de comment il faut les maintenir dans la dépendance, dans la soumission, dans le sous-développement. Et ils se sont assis, ils ont écrit ce texte, ce plan, qu'ils ont appliqué depuis des siècles et que ça leur marche. Et le texte dit, si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, saboter ce pays. Imposer des sanctions, déstabiliser la monnaie de ce pays, financer l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Quand ils sont trop occupés, ils ne peuvent pas construire un pays. Alors regardez autour de vous.
Le quotidien des humains, c'est comment survivre. Et quand ils sont dans le besoin de survivre, ils ne peuvent pas construire. C'est ce que le plan là nous dit. Vous voyez un peu ce que c'est? Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, mais pas des innovateurs. Ils vont travailler, mais jamais innover. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leur oppresseur. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Vous voyez un peu? Quand quelqu'un va se mettre devant les jeunes pour dire l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Vous voyez un peu ce que c'est? Donc, un plan savamment orchestré, préparé, testé, actualisé chaque fois et qui s'adapte aux réalités que nous vivons. Donc, c'est un test qui doit pouvoir vous permettre, vous qui m'écoutez en ce moment, de lire entre les lignes et de regarder derrière les apparences pour commencer à vous demander, mais comment ça a pu nous arriver? Comment ça a pu nous arriver? Et vous comprendrez quand le test ou le plan prévoit d'enseigner une histoire qui glorifie l'oppression. Donc, ça veut dire que ceux qui sont opprimés vont être contents même d'être opprimés, puisqu'il faut glorifier leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Vous comprenez pourquoi la pensée critique a complètement disparu? Et on ne fait que acquiescer, on ne fait que exprimer notre accord, on ne fait que applaudir, comme on le dit dans les assemblées. Quand vous les voyez, un individu qui se met devant, qui dit un ou deux mots, on dit « il faut pas, acclamez, applaudissez-le ». Voilà ce qu'on est devenu. Les voix ne vont pas s'élever pour dire, mais écoutez, ce que vous venez de dire là, moi j'ai vu ça, j'ai vu cet aspect, j'ai vu cet aspect. Le plan avait déjà prévu qu'il faut faire en sorte que les gars ne mémorisent que ce qu'on leur dit, mais jamais penser de manière critique. Regardez autour de vous, même dans vos services, quand le patron est là, il a parlé, tout le monde dit, bon d'accord, on est d'accord avec le patron. Mais combien sont-ils, ces agents, à lever la voix, de façon critique, à montrer ce qui est bon et à montrer ce qui est mauvais? Combien sont-ils? Gardez leur meilleur et gardez les plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Donc, ceux-là seront tout en train de dire on va chercher consultation internationale. On va chercher bourse à l'étranger. On va chercher poste à l'international. C'est comme ça. Donc, gardez tous ceux qui sont meilleurs et qui sont brillants, gardez-les à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident plutôt que de les garder chez eux. Et ne les encouragez jamais à revenir. Une fois qu'ils sont allés en Occident, il faut tout faire pour les garder là-bas pour qu'ils ne reviennent jamais. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous avez formé vos cadres pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Voilà le plan qui a été établi pour nous, Africains. Vous contrôleriez leurs récits, possédez leurs médias, contrôlez leur histoire. Et le plus ridicule, un jour, moi j'ai reçu dans une rédaction un journaliste qui venait juste donner des leçons
Il me dit, ah, quand on va faire un reportage, il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ah oui, c'est la norme journalistique. Je dis, mais pourquoi encore, monsieur? Il dit, mais c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Je dis, mais quelle école? Et qui enseigne ça? Et quand moi j'ai opposé à ce qu'il m'a dit, la réalité africaine, j'ai dit, mais ici, chez nous au Bénin, c'est quand vous finissez de parler que les gens commencent pas à réfléchir. Les gens, vous parlez 3 minutes, ils ne vous ont pas entendu. Hein? Ils ne vous ont pas entendu. C'est quand vous avez fini qu'ils commencent pas à réfléchir. Donc, autant parler longtemps pour leur donner la chance de vous suivre et de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Ah non, je dis, mais voilà ce qu'on appelle de l'autocensure. Ah oui, si on fait comme ça, c'est comme si on ne respecte pas. Mais dit, monsieur, c'est très bien. Alors donc, si une fois que ces gens-là contrôlent vos médias, mais ils vont vous dire ce qu'il faut dire. Et vous n'avez qu'à respecter ce qu'ils vous disent, puisque c'est eux qui contrôlent vos médias. Et quand vous êtes dans les pays d'Afrique et que vous devez attendre RFI, France quoi, France 24, BFM, tout ça, CNews, ainsi de suite, ce qu'on appelle les grands médias occidentaux, avant donc de rédiger votre petit article du jour, vous comprenez que vous êtes sous contrôle sans le savoir. Vous êtes sous contrôle sans le savoir. Et vous répétez, parce qu'ils vont vous envoyer ce qu'ils appellent des dépêches. Et puis c'est ça que vous allez copier pour dire voilà. Vous n'avez même pas la possibilité et l'occasion de vérifier quoi que ce soit. Voyez-vous. Donc c'est cela. Contrôler leur histoire. Posséder leurs médias. Dicter leur image du monde. Et dicter leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Il faut leur faire croire cela. Inonder leur écran de pornographie, de la pauvreté et de zones de guerre. Alors vous allumez vos téléphones aujourd'hui, vous allumez vos écrans de télévision, mais c'est tout le temps la guerre qu'on est en train de vous montrer. C'est tout le temps la violence. C'est les scènes de pornographie. Et quand vous allez vous asseoir parfois dans des restaurants, ce n'est que ça qui va passer tout le temps. Ce n'est que ça qui va passer tout le temps. Donc des chaînes spécialement dédiées pour ça. Un peu comme s'il y a un contrat entre ces propriétaires de restaurants et ces chaînes qui diffusent tout ce qu'elles sont appelées à diffuser pour que l'Afrique, en consommant ce qu'ils diffusent, reste dans l'état qu'on a préparé aux Africains. Voyez-vous. Alors quand on vous dit, faites-leur croire qu'ils sont corrompus sans espoir, éternellement en crise, et inonder leurs écrans de pornographie, de la pauvreté et des zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants sans l'aide étrangère. Alors quand vous regardez aujourd'hui en Afrique, quand même les populations dans un petit village peuvent se lever pour réparer un pont, ils vont plutôt se mettre devant le pont qui est mal fichu et vont dire au secours, au secours, au secours. Et tout le monde attend l'aide des fondations, l'aide des ONG avant d'avancer. Quel est ce monde qu'on a préparé pour les Africains? Un monde de dépendance absolue, un monde mentalement fichu, qui est mal fichu. Voyez-vous? Alors tout ça, c'est un plan. C'est en cela que, force de savoir, en nous révélant tout ça aujourd'hui, ça doit nous préparer à nous lever. Puisqu'ils disent, il faut tout faire pour qu'ils croient qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimiser leur réussite, même si c'est grand, même s'ils ont fait quelque chose de beau, il faut toujours dire que c'est petit. Minimiser leur réussite. Transformer leur victoire en incident isolé. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuer le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence.
vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Donc, il faut tout le temps les couvrir des dettes, pour les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles, des pourcentages, et avec un peu comme des années devant, s'étendant sur des dizaines, je ne sais pas combien, pour dire, bon, le prêt là, vous allez payer peut-être pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et combien de fois vous allez payer sans le savoir? Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, possèdent leur électricité, possèdent leur terre. Lorsqu'ils luttent, il faut leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie. Juste d'aide pour les maintenir en vie. Mais jamais assez pour les rendre autonomes. Vous voyez un peu ce que c'est? Jamais pour nous rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Alors on va voir la rentrée scolaire peut-être dans une localité, des gens se présentant comme ONG ou je ne sais pas qui, comme donateurs, comme des gens ainsi de suite, venir avec des sacs, avec des stylos d'enfants pour dire voilà, c'est tel, et on va chanter, et on va acclamer, on va applaudir pour dire que tel, il est. Voilà l'idée qu'il y a derrière ces actes que nous suivons, ces actes que nous vivons parfois. Les faire penser que l'intervention étrangère, je dis bien que l'intervention étrangère est nécessaire, que les étrangers interviennent chez vous, que c'est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Il ne faut jamais qu'ils pensent, les Africains, qu'ils peuvent tout résoudre par eux-mêmes. Jamais. Voilà le plan. Vous supprimeriez leurs forces militaires, maintenez leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes, leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaye de construire un système de défense solide, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut l'accuser d'être une menace pour la stabilité. Voilà ce que l'Occident a préparé. Il faut s'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité, les garder vulnérables à l'invasion, au coup d'État et à l'ingérence étrangère, qu'ils soient vulnérables à tout ça. La formule est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Voilà ce que l'Occident a prévu pour l'Afrique. Les maintenir en train de se battre entre eux, les faire regarder à l'extérieur pour des solutions, les garder pauvres, dépendants, en insécurité, s'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire des Africains. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. La vraie question, c'est comment l'Afrique peut briser le cycle malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Donc voilà ce que Force du Savoir nous présente ce jour. Et je pense, si je suis revenu là-dessus, c'est parce que c'est d'actualité. Et c'est notre quotidien en Afrique. C'est le quotidien que les citoyens de chaque pays africain vivent. Et nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas venu de Dieu, ce plan. C'est les hommes qui ont élaboré ce plan.
et qui font tout pour empêcher l'Afrique de devenir superpuissance, comme leur État à eux. Alors, il revient de faire quoi? C'est aux États de se prendre en charge. C'est aux individus qui sont dans les localités où se trouvent d'éclairer la plus grande masse, d'éclairer ceux qui n'ont jamais rien compris, afin qu'ils sachent, raison garder, les actes, même les plus petits, qu'ils doivent poser. C'est cela l'intérêt de ce test que vous avez suivi avec bonheur. Je vous invite donc à le partager. Je vous invite donc à relire et à relire chaque fois ce test dès que vous vous sentez dans le besoin de poser un acte. Merci. Nous allons passer à nos échanges du jour. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui nous envoient leurs commentaires assez intéressants. Ils sont nombreux déjà à me faire parvenir ici leurs commentaires. Même si c'est bonjour, bien-aimé frère maître, il faut le créer. Ça sécurise l'émission. Il faut l'envoyer dans tous les groupes dans lesquels vous êtes, pour inviter ceux qui en ont la possibilité de nous suivre en direct. C'est une manière, la manière la plus simple d'augmenter le nombre de ceux qui nous suivent en direct. Ce sera votre contribution afin de nous encourager à continuer le travail. Alors, nos échanges de ce jour, ça porte sur ce que j'appelle l'étude de base de votre entreprise. C'est déjà affiché sur votre écran. L'étude de base de votre entreprise pour mieux vous orienter sur le chemin de la vie. Alors, vous savez, je vais partir d'une petite histoire. J'ai reçu un jour en consultation dans mon bureau à Cotonou un visiteur qui m'a parlé des difficultés qu'il rencontre dans son travail. Il dispose, dit-il, d'une entreprise qui, par le passé, a prospéré juste pour 5 ans. Et depuis quelques années, il ne gagne plus aucun marché. Plus personne ne lui commande rien à ramener du Nigeria, où se trouvent la plupart de ses fournisseurs. Il m'a parlé en toute franchise de ses ennuis familiaux. Il m'a parlé de la perte de sa crédibilité auprès de ses clients, qui le fuient, et surtout, il a parlé des gens de son voisinage immédiat et dit qu'il lui semble que personne ne lui taille d'importance. Il a passé, a-t-il dit, auprès de 3 amis de l'argent, et ces amis, par le passé, n'avaient recours qu'à lui. Il dit qu'il a honte chaque fois qu'il entend leur voix au téléphone ou qu'il lit leurs écrits sur sa messagerie. Et chaque fois que ces amis-là le relancent pour récupérer leurs sous, il dit, maître, j'ai du mal à leur dire la vérité. Il ne fait que faire des promesses qu'il ne tient presque jamais. Et il dit, ma femme et mes enfants ne me respectent plus. Pour eux, j'ai tout perdu et c'est fini comme ça. Je suis devenu comme un bébé vie, c'est-à-dire un petit bébé, chez moi. Il dit, j'écoute et je me tais. Parfois, je pleure seul la nuit, dans mon lit. Après avoir fini de me poser ses problèmes, il ajoute ceci. Il dit, maître, je sais que vous êtes capable de me sauver de cette honte. Maître, aidez-moi. Je vous en prie. Sauvez-moi. Voilà ce qu'il a dit pour terminer son discours. Ces mots continuent de résonner dans ma tête chaque fois et toujours. Et toutes les fois que je me trouve en face de personnes qui ont perdu tout espoir. Ce jour-là, je lui ai posé quelques questions d'usage auxquelles sont habitués ceux et celles qui viennent en consultation chez moi
Les questions d'usage, c'est des questions simples. Et puis j'ai insisté sur à quoi il attribue sa chute. Ce qu'il a présenté comme une descente aux enfers, à quoi il attribue ça? Il a dit sans détour que c'est les gens de son entourage qui lui ont jeté un mauvais sort. Il a insisté sur un monsieur qui, dit-il, aurait promis de le détruire. Peut-être. En ce moment même que vous êtes en train de me suivre, je dis bien peut-être, vous vous trouvez dans une situation similaire. Si ce n'est pas vous, peut-être que vous avez un proche à vous, un proche parent qui se trouve dans le dénuement. En fond, on dit Zanzanyon Badablé, c'est-à-dire littéralement, le matin est bon, mais le soir est gâté. Ce sujet est votre sujet. Dites-moi en commentaire si c'est vrai. Invitez vos proches à s'abonner à notre chaîne parce que ici, nous disons la vérité crue sur des sujets qui touchent directement le vécu quotidien de chacun. Likez dès à présent cette émission pour la protéger et lui donner de la force. C'est comme cela que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Zanzanyon Badablé. Voilà une préoccupation qui, de mon point de vue, reste d'actualité pour beaucoup de personnes. Vous êtes installé à votre propre compte. Voilà un concept nouveau que la perception académique de la vie a introduit depuis presque un demi-siècle dans vos habitudes. Je vais m'installer à mon propre compte. Je m'installe ou je suis installé à mon propre compte. Et si nous parlons d'entreprise, ne pensez pas qu'il s'agit de gens qui ont de grandes sociétés. Si vous avez même une boutique à côté, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes concerné par ce que nous disons ici. Que vous ayez ou non un registre de commerce, vous êtes intéressé par le sujet. Zanzanyon Badablé, vous êtes intéressé par cela. Il s'agit pour vous d'étaler le bonheur sur toute la journée pour ne plus vous trouver dans une situation de Badablé. C'est-à-dire que c'est bon le matin, c'est mauvais le soir. C'est comment étaler le bonheur, le bien-être sur toute la journée, c'est ça votre préoccupation. Que faire? Ou plus exactement, comment j'ai fait pour aider le monsieur que j'ai reçu en consultation à résoudre le problème et à se relever, puisqu'il s'est relevé. Entrons maintenant dans les secrets. En attendant, on y arrive, répondez à cette question. Que se passe-t-il dès lors que vous vous installez à votre propre compte? Que se passe-t-il? Vous vous installez à votre propre compte. Installation constatée par un lieu et par un nom physique du lieu. Que se passe-t-il dès lors que vous avez un atelier de couture que vous avez peut-être dénommé Dieu est grand, peut-être. Vous avez peut-être un hôtel connu dans votre localité, peut-être du nom de Hibiscus ou je ne sais pas quoi. Vous avez un garage que l'on peut facilement identifier dans le coin de la rue que vous avez dénommé le défi. Vous êtes promoteur d'établissement, d'un bar-restaurant, d'un établissement privé à l'échelle maternelle, primaire, secondaire, universitaire, enseignement, c'est ça que je suis en train de vous parler. Et vous avez ou non un titre d'entreprise et ça porte un nom, votre entreprise. Les exemples sont à foison. Il y a au moins 2 raisons qui nécessitent que vous sachiez ce qui se passe dans votre entreprise, quelle que soit sa taille. Qu'il s'agisse d'une boutique, d'un restaurant, d'un atelier, tout ce que vous avez comme activité, il est important de savoir comment ça se passe. Je vais partir d'une expérience qui illustre le rôle que joue le lieu d'implantation de votre entreprise. Vous savez, dans mes domaines de compétences, il y a un exercice que j'appelle visite de terrain. Et c'est au cours de cet exercice que je me déplace physiquement pour établir des constats afin d'appréhender les contours invisibles de plaintes formulées au cours d'une consultation en face à face. Quand cela est nécessaire, c'est assez rare
que je me déplace, mais quand c'est nécessaire, je le fais. Alors j'avais reçu un monsieur. Il est héritier d'un hôtel qu'il gère pour le compte des nombreux enfants de son feu père, lesquels, à un moment donné, ont commencé par le soupçonner de détournement des fonds, de gabegie financière, de favoritisme. Et l'hôtel est entré en faillite avec le risque de fermeture. Et ce risque était grand. Le monsieur est menacé de destitution parce qu'on l'a élu comme responsable. Et il s'attendait à être chassé de l'hôtel parce que c'est là où il habite avec sa famille. Il a rejeté plus d'une fois la convocation de l'assemblée de la famille pour mettre à exécution la menace de destitution. Il affichait visiblement, quand moi je l'ai reçu, un état dépressif lié aux troubles bipolaires parce que j'ai relevé au cours de notre entretien qu'il était très triste, très anxieux, très en colère, désespéré. Il vivait presque seul ces moments d'isolement et la fatigue associée à la perte d'intérêt pour ses activités perturbait sérieusement son sommeil. Il ne dormait pratiquement plus et il manquait régulièrement d'appétit. Sa capacité de concentration a pris un coup et cela l'a entraîné dans une haine envers lui-même et ça a entraîné une apathie et une indifférence indescriptibles vis-à-vis des autres. Il était à la limite dans du délire et se plaignait de nombreuses douleurs corporelles. Aucun traitement médical, a-t-il dit, n'a pu le sortir de cette situation pour lui restaurer ou lui restituer son état de santé initial. Il était au bord des larmes quand moi je l'ai reçu en consultation. Et cela a débouché sur la nécessité et l'urgence de ma visite. Donc j'ai décidé d'aller visiter les lieux. Alors 2 jours plus tard, il a rempli les formalités. Et quand il a rempli les formalités, je me suis déplacé. Vous savez, à l'entrée de l'hôtel, j'ai poussé mon véhicule que je conduisais moi-même à cette époque hors des limites de l'espace réservé. Il était surpris et il m'a demandé après, mais que s'est-il passé? C'est là que je lui ai révélé qu'il y avait dans l'invisible un piquet, c'est-à-dire un homme, qui avait été placé juste à l'entrée de l'hôtel pour changer d'itinéraire à tous ceux, c'est-à-dire les clients qui vont s'entêter, qui vont essayer d'imaginer que l'hôtel est là. Lui, le piquet, était chargé de ça. Et le rôle de ce piquet invisible était de dire aux téméraires, c'est-à-dire aux gens qui, malgré tout, insistaient à entrer, leur dire que l'hôtel a changé de site, que l'hôtel a changé de lieu. Ce piquet invisible, donc ce type qui était là, mais dans l'invisible, indiquait à ceux qui s'aventuraient vers lui, il indiquait un endroit vague que personne n'était en mesure de retrouver. C'était le premier constat que j'ai fait sur les lieux. Le deuxième constat était que j'ai été pris par le maître d'hôtel, mais avant qu'on entre dans l'hôtel, j'ai constaté donc que tout l'hôtel était couvert d'une toile invisible à l'allure d'une bâche, dont les enseignes indicatives de l'hôtel n'étaient plus visibles pour faciliter l'orientation aux clients. Et ceux qui venaient dans le quartier ne retrouvaient plus l'endroit qu'ils connaissaient avant. Parce que par le passé, ils avaient peut-être passé des nuits là, ils ont été là, ils ont fait des manifestations, mais ils ne retrouvaient plus. Alors ceux-là repartaient vers d'autres hôtels et ils repartaient tous déçus. Quand je suis descendu de ma voiture, donc j'ai observé ça et aussitôt accueilli par le maître d'hôtel, j'ai fait le tour de quelques chambres. Le constat était désolant, triste, très triste. La plupart des lits étaient couverts de ce qu'on appelle des effluves, dont l'exhalaison fétide n'était pas loin du gaz qui s'échappe des fosses d'essence, communément appelées toilettes ou WC mal entretenues. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans les chambres, ces chambres dégagent des odeurs inhabituelles, malgré le soin que les agents conviés à l'entretien mettaient pour nettoyer.
et le sol, et le lit, tout ça. Et tout visiteur qui entre dans une chambre est aussitôt repoussé par cette odeur étouffante. Tel était le constat que moi j'ai fait lors de ma visite. Et c'est un constat auquel j'ai apporté des réponses en 3 actes. Le premier acte, c'est de chasser le piquet. Le deuxième acte, c'est d'enlever la bâche qui recouvrait l'hôtel. Et le troisième acte, c'est de procéder au nettoyage complet des chambres. Et il a été question aussi de poser un 4e acte, c'est-à-dire de placer ce que nous appelons un vertisseur, une sorte de gyrophare au-dessus du toit pour rediriger maintenant les clients. Les résultats, j'imagine que vous voulez savoir. Oui, likez, partagez l'émission. Abonnez-vous dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater les émissions de ce genre. Je dis les résultats, je vous les confie. Les résultats ont été spectaculaires. Imaginez la suite. En dehors du lieu où vous avez implanté votre entreprise, vous devez savoir, et ça, c'est mes conseils que je vous donne, vous devez savoir que votre entreprise est un corps vivant. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps, vous ne serez pas en mesure de vous donner les bonnes orientations. Je vais vous passer maintenant l'histoire d'un couturier, communément appelé ici au Bénin tailleur. C'est un monsieur que j'ai reçu et il était très bien connu sur la place pour la qualité de ce qu'il fait, pour la célérité dans son travail et surtout le respect de la parole qu'il donne à ses clients. Donc il était très bien respecté. Il est venu en consultation chez moi un jour se plaindre de ce qu'il venait de perdre une seconde épouse en l'espace de 3 ans. Il était inconsolable ce jour-là, entraînant sa tante qui l'a accompagné en consultation dans des pleurs, elle aussi. J'avais mis beaucoup de temps avant de les calmer. À l'issue de mes investigations, savez-vous ce que j'ai découvert? Vous serez étonné. C'est le nom attribué à l'atelier de couture qui était à l'origine du décès successif de ces 2 épouses. C'est vraiment incompréhensible, non? Donnez-moi vos avis en commentaire. Si c'est incompréhensible, dites-moi que c'est incompréhensible. Je vous convie encore à nous voir partager l'émission aux 4 coins du monde. Parce que ici, nous disons la vérité crue sur des réalités inaccessibles au commun des mortels. Le monsieur et sa tante n'avaient pas cru quand ils sont revenus une seconde fois à mon bureau pour avoir les résultats et l'interprétation des résultats. Ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à ce que moi je leur confirme ce qu'ils ont déjà entendu ailleurs. Et ils m'ont dit qu'en 3 endroits différents qu'ils ont fréquentés avant l'ISEP, on leur a dit qu'il s'agit de sorciers à la base du dernier décès de son épouse et que ces sorciers s'apprêtaient à faucher la vie à 2 de ses enfants dans le but de le plonger dans des dettes dont il ne sera jamais capable de se relever. Voilà ce qu'on lui a dit ailleurs. Que pouvais-je faire selon vous? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que je vais m'échiner à les convaincre ou bien je les laisse dans leur doute? Alors vous savez ce que moi j'ai fait? J'ai choisi la deuxième alternative, c'est-à-dire laisser le monsieur et sa tante dans leur doute. Et puis 2 ans plus tard, vous savez ce qui s'est passé? Je reçois à nouveau ce couturier en consultation. Parce que la 3e épouse qui s'est trouvée 6 mois après le décès de la 2e était malade. Et les soins dans les centres de santé et les soins dans les camps de prière où ils ont séjourné, il a séjourné avec sa femme, tous ces soins n'auguraient absolument de rien. Rien de bon. Ma première question était de savoir s'il n'avait pas pourtant fait les sacrifices
qui lui avait été demandé par le passé par les personnes qu'il a eu à fréquenter. Parce que quand son épouse a été malade, il m'a dit il allait voir les moulins, il allait voir le phare, il est allé chez les pasteurs et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il n'a pas respecté les sacrifices qu'ils lui ont recommandés? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, mais qu'il ne s'attendait plus à une maladie de sitôt de cette femme qu'il venait d'épouser. Il était fortement habité par la peur de la perdre, comme ce fut le cas des deux précédentes. Et nous nous sommes mis au travail. Souvenez-vous de ce que je lui avais déjà dit, que c'est le nom de l'atelier qui faisait en fait que les épouses mouraient. Et le traitement que je lui ai proposé était le désengorgement de l'atelier, de l'énergie de veuvage qu'il portait. Je vous rappelle que votre lieu de travail, que ce soit une école, un garage, un atelier, un bureau dans un ministère ou c'est où, un bureau que vous occupez est un corps vivant, susceptible de vous procurer du bien comme susceptible de vous procurer aussi du mal. Dans le cas de ce couturier, le nom qu'il a donné à son atelier était porteur d'un danger réel qui se présente sous la forme de veuvage, c'est-à-dire l'atelier, du fait du nom qu'il porte, du fait du nom qu'on lui a attribué, réclame que tout utilisateur soit veuf. Donc si vous n'êtes pas veuf, vous ne pouvez pas utiliser cet atelier. Voilà parfois ce qui arrive dans la vie. Quand nous avons procédé au désengorgement, tel que je viens de l'annoncer, désengorgement de l'atelier, à travers un rituel auquel nous avons soumis le couturier, la femme a retrouvé sa pleine santé et au jour d'aujourd'hui, elle continue de vivre et elle continue de mener ses activités, parfois aux côtés de son mari. Quoi de plus merveilleux? Ce monsieur a définitivement compris. J'avais donc raison de le laisser dans cette doute. Une expérience personnelle, dit-on, vaut mieux que 1000 discours. Et si c'est vrai, dites-le moi dans vos commentaires. Ce monsieur, il fait partie aujourd'hui de ceux qui nous soutiennent. Je parle de l'ISEP. Ceux qui... Il explique aux autres la philosophie de l'ISEP. Il explique l'efficacité des préconisations de l'ISEP et surtout l'instantanéité de nos résultats. J'ai cette expérience que vous vous demandez là maintenant, où vous vous trouvez. Comment faire alors vous autres, vous aussi, comment faire pour trouver une solution définitive aux problèmes qui vous secouent? Je sais que vous vous posez cette question. Si c'est vrai, dites-moi ça en commentaire. Vous cherchez des solutions aux obstacles qui se dressent sur votre chemin. Si c'est vrai, dites-moi ça en commentaire. La solution réside dans quoi? Ça réside dans l'étude de base de votre entreprise. C'est tout. L'étude de base que nous désignons par EB est un exercice qui se conseille. C'est pas qu'on vient dire faire EB, non. Ça se conseille à l'issue d'une consultation. Et c'est le maître qui décide de ça ou pas. Mais le premier pas donc à poser, si vous voulez savoir comment dégager le chemin, c'est la consultation en face à face pour ceux qui résident au Bénin et la consultation à distance pour ceux qui vivent hors du Bénin. Donc ils sont sur un territoire à l'étranger. Je voudrais juste m'arrêter là. Je vous dis m'arrêter ici pour aujourd'hui, espérant que vous allez prendre à votre tour la parole pour apporter votre contribution à l'enrichissement, à l'approfondissement du sujet du jour. Peut-être que vous avez déjà fait quelques expériences avec nous en matière de consultation. Vous avez peut-être appliqué, vous avez peut-être essayé ce que je vous ai conseillé, vous avez eu des résultats. C'est le moment peut-être d'apporter votre témoignage. Vous pouvez appeler pour juste soutenir l'émission, poser des questions si vous le voulez. Alors, donc ici, les numéros sur lesquels vous devez nous appeler s'affichent déjà sur votre écran. Pour ceux qui sont sur RCL et qui nous suivent sur RCL, c'est le plus 229 01 51 51 51 35. Et vous pouvez appeler également sur le plus 229 01 45 07 82 69. Je crois que c'est ces deux numéros-là qui s'affichent sur vos écrans. Donc, je voudrais à présent vous laisser la parole. Vous laisser la parole pour que vous puissiez, en quelques minutes, nous en avons encore au moins 10 minutes, nous allons essayer de vous écouter, apporter vos témoignages
faites vos commentaires et nous allons nous séparer pour nous retrouver 2 semaines plus tard. Merci de toute votre attention. Merci bien. C'est votre tour de prendre la parole. Allô? Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est le frère Galon Pedro depuis Pachila. Ah, mon frère, comment ça va? Ça va très bien, bien-aimé frère. Oh là là. Basila Taore. Olemirea. Ça fait plaisir. Et on a de gouvernement, ça. Faut plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous? Nous sommes bien. Mwanado gouvernement surtout Pachila mais surtout exactement une utilisation sonamo ni huno toa hu ya ina encore mau ganga amo mau vi anan ko alo ayo basa da comme gagnant de amo to chiwa et ben ni mo khino nyo le ben va de mo ni do mojo eni si ojino su do indo akona ni mo ni so da do moji no va te bawa do dikna ba ko ja que no a soledad do moji muda no mi chotro du amo enyo ganto mi nubelo aga muda ese americana nko tela ye nyina nko ido ahuga ye ashewala twala homin abanya o nya bare muda asanya ba e onkoro timina no anan ko da dere e pole ba chigom e de fuda de fam e de fu so so muda ebo no fina sin waji ilo kenye wake adase no julasi merci beaucoup. Nous allons laisser la parole à d'autres qui sont prêts à nous à prendre la parole. Allô? Oui, alors, bonjour, bien-aimé frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Armand Dossou, bien-aimé frère. Ah, mon cher Armand, comment ça va? Je vais très bien, bien-aimé frère. Tu as promis de venir à l'ISEP, mais je n'ai pas encore vu tes signes. C'est pour très bientôt, bien-aimé frère. Merci bien. Bien-aimé frère. Oui. Je tiens à vous remercier encore une fois de nous donner le savoir, bien-aimé frère. C'est vrai? J'ai suivi la force du savoir et étant un fan de l'actualité internationale, oui, je vois à travers tout ce que vous avez cité, oui, je vois que c'est une réalité parfaite de ce qui se déroule dans le monde actuellement. Comment les gens ont prévu mettre l'Afrique à genoux? Toujours en dernière position. C'est ça. C'est formidable ce que vous avez partagé. C'est ça. Et j'ai déjà convié des amis à aller suivre, à aller regarder, d'écouter ce que le bien-aimé frère est en train de partager. C'est ça. Bien-aimé frère, je voudrais demander, est-ce que cela est recueilli dans un document pour que vous nous donnez le titre du document, pour que nous enrichissions un peu plus? Il n'y a pas de problème, je vais mettre les textes sur un papier. Si vous voulez, je vais vous envoyer ça, il n'y a aucun souci. Bien-aimé frère, je vous remercie. Merci bien. Je vous remercie également pour le partage des expériences avec ceux qui ont des entreprises. Oui. Parce que je vous ai suivi. Oui. Et déjà, j'étais informé, en vous suivant, qu'il y a des noms qui portent des breuvages. Oui. Mais je n'ai jamais su que
un nom d'entreprise portait également le breuvage. Mais bien sûr, nous on n'a pas choisi le nom ISEP pour rien. On a étudié. Alors l'ISEP se définit comme un institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Non? Oui. Mais dans le cycle, vous n'allez jamais voir le MD apparaître. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'attribue pas les noms au hasard, non du tout. Donc, alors, je profite également oui. Et dis également à tous ceux qui nous écoutent que le bien-aimé Frère Maître, dans la session précédente, a parlé également du nom qu'on donne aux enfants à la naissance. À la naissance. Pour ceux-là qui ont raté cette émission-là, le bien-aimé Frère Maître, comme dans cette émission, a bien dit que le nom qu'on donne, le nom que nous portons, a un effet sur notre vécu, sur cette terre. Et donc, aux parents qui ont donné un nom à leurs enfants et qui n'ont pas tenu compte de la réalité ou des charges que ce nom apporte, de bien vouloir faire un toit d'hiver pour avoir plus d'informations sur la charge, aussi bien positive que négative, que porte le nom qu'ils ont attribué à leurs enfants. Le nom qu'eux-mêmes ils portent. Pourquoi ils ne réussissent pas dans la vie? Si c'est leur nom pas, le bien-aimé Frère Maître, personne l'a bien éduqué dans ce territoire béninois pour nous dire ce qu'il faut faire à un moment exact. Quel que soit le problème que nous avons. Je dis bien, quel que soit le problème que nous avons. C'est formidable, bien-aimé Frère Maître. J'ai partagé également avec des amis qui ont des entreprises. Parce que je sais qu'ils n'ont pas souvent le temps. Je les ai dit, suivez juste de tel moment à tel moment. Suivez ce que le maître est en train de dire. C'est ça. C'est des amis que j'ai tout le temps conviés aux événements de l'ISEP et qui sont toujours dans le doute. Mais je pense qu'avec des types d'émissions où vous parlez des cas concrets et ils voient également que derrière toute chose, il y a toujours un côté mystique, un côté invisible qu'on ne voit pas et qu'il faut être réellement initié pour pouvoir voir ces choses-là. Bien aimé, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Et je tiens à rappeler que le bien-aimé Frère Maître, son seul souci, son seul envie, c'est de voir les gens vivre heureux et libres sur la terre. Et sur la terre. Et c'est pour ça que le bien-aimé Frère Maître, il ne cesse de nous convier à venir vers la vérité, à venir savoir, à venir écouter les messages, les vrais messages, le message de vérité, à savoir ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Bien aimé Frère Maître, je vous remercie également pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Je vous vois très émotionné et très ému devant l'émission. Je vous salue et je salue tous ceux qui vous entourent et déjà le travail que vous faites de partage. Continuez de partager, même nous sommes en live dès qu'on va finir. Continuez d'inviter les autres à aller sur la chaîne pour garantir, parce que ici ce n'est que des vérités toutes sur des réalités de la vie. Et nous n'allons pas manquer en fait donc de ramener tous ces secrets qui ont été longtemps cachés et qui sont restés entretenus dans des petits groupes d'individus et essentiels pour avancer, alors que la grande majorité se retrouve dans la grande misère. Merci, mon cher ami Allemand Dessous. Et si derrière lui, il y a quelqu'un d'autre, nous avons encore quelques petites minutes avant de quitter ce studio. Merci bien. On continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, envoyez-nous la chanson. Oui, bonsoir, bien-aimé Frère Maître. Bonsoir. Oui, c'est de la part du frère Kowe David. Ah, Kowe David, ça c'est Bougandji, ça? Oui, c'est Bougandji, bien-aimé Frère Maître. Et les amis de Mbamé, les amis de Kissamé, ils vont bien? Ils vont tous bien. J'espère que tu les as invités à suivre l'émission. Oui, j'ai suivi l'émission. Une partie avec mon grand frère au village. Ah, ton grand frère seulement? Non, pourquoi? Il fallait inviter tout le village. D'accord. Pour les prochaines émissions. Ok. Et vraiment, je voudrais vous remercier suite aux différentes connaissances dissimulées dans cette émission. Oui. Au niveau des conseils où on nous a parlé de... Nous sommes tous des visiteurs de ce temps et de ce lieu. Je suis allé voir rapidement dans la chanson
quand l'autre disait qu'on a dit mais que c'est leur temps. Donc, je suis en train de voir que même si c'est le maître, il a déjà refusé que son temps n'est pas encore passé. Oui. Et que c'est son corps qui est en train d'être fatigué, mais l'esprit est toujours là en train de travailler. Oui, avec sa dignité. Et que tant que il est vivant, il est là, oui. Il doit toujours continuer à se battre. Tout à fait. Et il a dit qu'il a travaillé pendant 37 ans. Oui. Et aujourd'hui, il n'est pas reconnaissant. Et que je pense que le gars, il a dit toutes les vérités dans sa chanson. Oui. C'est ceux à qui il a enseigné qui sont aujourd'hui dans les bureaux, mais qui ont refusé de leur dédommager, de leur donner leur appel, oui. Jusqu'au moment où certains sont morts parmi eux. Tout à fait. Et ils attendent toujours à ce que ça soit réparé, ce mal. Oui. Donc, je pense que les gouverneurs, les gens, ils sont à l'écoute et puis ils vont prendre en compte la leçon de vie qui se dégage, oui. Au niveau de cette chanson. Tout à fait. C'est un enseignant il a travaillé au Gabon, il est un Gabonais et il vit actuellement au Gabon. Vous comprenez bien, mais ça reflète un peu ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est ça reflète beaucoup ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique, effectivement. Oui. Et quand vous allez au niveau de la force du savoir, c'est encore plus pire. C'est ça. C'est que ça a démontré le plan, c'est comme c'est un plan qu'ils sont en train de respecter même actuellement dans nos pays. Oui, bien sûr. Oui, c'est un plan qui est respecté dans nos pays actuellement. Oui. Je vois comment le Burkina est attaqué, oui. Comment le Niger est attaqué, comment le Mali est attaqué, et oui. C'est un plan successivement orchestré et puis c'est organisé par l'Occident. Oui, tout à fait. Et puis on nous agloutit de ne pas parler et oubliant que même si on nous ferme les bouches, nous on va continuer à parler dans nos têtes. Tout à fait. Oui. Okay. Donc vraiment, c'est de grands enseignements qu'on ne peut jamais trouver ailleurs. Oui. Et que les guerres qui se trouvent dans nos pays, c'est que tout est organisé et c'est pour nous diviser, pour ne pas que les gens vont rester ensemble pour pouvoir les convaincre. C'est ça. Et il faut tout pour diviser les pays, pour diviser les familles. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ces plans-là parce qu'ils sont à leur merci, ils sont en train de travailler pour eux, pour pouvoir trouver leur survie. Oui. Donc nous devons réveiller les gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe sous nos yeux afin qu'on puisse réaliser notre mieux-être. Tout à fait. Je voudrais vous remercier pour les enseignements de ce jour. Merci beaucoup. Je crois que tu as un frère, tu as compris l'importance des comités de quartier, des comités de village. Il faut œuvrer pour que la plupart de tous ceux qui sont autour de nous, qui ne comprennent jamais ce qui se passe, pour qu'ils cessent d'accuser Dieu, d'accuser le mauvais sort, d'accuser ceci ou d'accuser cela, pour retrouver la vérité en face. Donc j'espère que tu mettras les jours à venir à ton compte pour installer autant de comités pour que dans leur réunion, les gens en fait commencent par se donner des enseignements. Merci beaucoup et très bon dimanche en compagnie de nos programmes. Merci aux amis de Bogandji, de Kissamé, de Humbamé, de Ouétan et puis ou encore de Yéhouémé, ainsi de suite, que je connais. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons encore peut-être quelques minutes? Ça fait plaisir d'écouter tous ces commentaires qui nous font du plaisir. Nous allons laisser encore quelques-uns intervenir. Mais d'ores et déjà, je remercie tous ceux qui nous ont envoyé beaucoup de commentaires. Tous ceux qui nous ont envoyé beaucoup de commentaires, ça fait beaucoup de plaisir. Et c'est intéressant de savoir... Allô? Oui, bonjour, bien-aimé frère. Bonjour. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît?
Paulette, 7 ans. Ah, ma soeur Paulette, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que vous venez mes frères? Tu peux voir l'émission, ça veut dire que ça va très bien. Je voudrais vous remercier sincèrement pour cette émission. Oui. Vraiment riche en enseignement. Oui. Et je voudrais parler à propos de la leçon de vie. Oui. Alors, en attendant, il faut garder la ligne. Je salue Chimène Grito, je salue Sondé Koumondi, je salue Camille Akpakoun, je salue Yacoubou Bouraïma, je salue. Ils sont très nombreux, hein, je ne peux pas citer tout le monde. Tous ceux-là qui m'ont envoyé déjà des commentaires pour soutenir l'émission. Merci à vous. Je reviendrai sur certains noms. Allez, on continue, ma soeur. Oui, je disais que je voudrais intervenir sur la leçon de vie. Oui, allez-y. Et je voudrais dire que nous ne devons pas nous décourager devant n'importe quelle situation. Oui. Et nous devons toujours nous armer pour affronter toutes difficultés tant que nous vivons. Et quel que soit notre âge, nous ne devons jamais nous devons toujours attendre jusqu'à notre dernier délai. Oui. Je voudrais aussi, en ce qui concerne l'étude de base de notre entreprise pour mieux orienter sur le chemin de la vie. Oui. Et je voudrais dire que nous devons savoir ce qui se passe dans notre entreprise. Oui. Avoir l'œil sur tout. Oui. Il faut que notre entreprise ait un corps vivant. Et vraiment, nous devons aussi savoir donner des noms à notre entreprise. Ouais. Pour que nous ne devons pas, nous devons faire, et pour cela, nous devons faire des consultations à l'ISEP pour obtenir les vrais noms, les noms réels. Ouais. Et pour que l'entreprise puisse bien prospérer. Tout à fait. Et même dans nos bureaux, et dans nos services, et l'entreprise est un corps vivant. L'entreprise occupe un corps vivant. Oui. Donc nous devons savoir donner un nom à tel lieu où nous vivons. Tout à fait. Et là, nous n'allons plus accuser quelqu'un de sorcier et nous n'allons plus avoir ces multiples de malheurs, de problèmes qui vont intervenir dans notre entreprise. Tout à fait. C'est ce que je dis. Merci, sœur Paulette. Merci de cette intervention qui me ramène à dire, par exemple, pour ceux qui vont demander très bientôt ce que nous avons appelé aujourd'hui l'étude de base d'une entreprise pour mieux s'orienter sur le chemin de la vie. Vous savez, quand nous faisons cet exercice, il nous arrive de déterminer ce que nous appelons le poids destin et le poids mystique de l'entreprise. Alors, le poids destin et le poids mystique de l'entreprise, ce n'est pas des choses en fait qui sont connues par le grand public. Et nous essayons d'établir ce que nous appelons la pyramide en termes donc d'employés et de voir la répartition du système énergétique à l'intérieur de l'entreprise pour savoir mais qui devrait jouer quel rôle. Et si tout ça n'est pas bien connu, vous pouvez mettre aux ressources humaines quelqu'un qui devrait être peut-être aux affaires sociales. Et puis quand c'est interverti, vous allez croire que c'est quelqu'un qui empêche l'entreprise d'aller, alors que c'est vous-même qui vous empêchez. Je donne l'exemple, peut-être vous allez couper votre téléphone pour ne pas continuer à faire. Je donne l'exemple d'un monsieur, il a longtemps travaillé dans une entreprise dans la direction de Move. Et puis, après 13 ans, il a pris sa retraite. Et puis, il a dit, bon, mais écoutez, je fais une société. Vous savez, la suite, c'est qu'il a fait la société et ils sont 2 actionnaires. Donc, il est associé à quelqu'un et puis il a lancé une opération parce qu'il était en train d'importer des produits liquides du Koweït. Et puis, une fois, ça a marché, 2 fois, ça a marché, 3e fois, paf, la douane a bloqué au niveau du Koweït. Donc, tout a été gardé là-bas. Alors, nous, on a essayé de faire l'étude de base de la société. Moi, je lui ai dit, non, monsieur, vous n'êtes pas le patron de votre entreprise. Il dit, mais qu'est-ce que je dis là? Je dis, mais oui, vous n'êtes pas le patron. Le patron, c'est plutôt celui que vous appelez votre associé. Et que c'est lui qui devrait, en principe, signer les chèques. C'est lui qui devrait lancer les commandes. Et vous serez là, peut-être là, vous serez là à recevoir
Il était tellement surpris. J'ai dit, bon, alors ce qu'on va faire, est-ce que vous avez envie de voyager pour aller au Koweït? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, très bien. Alors, nous allons invertir les rôles. Et j'ai procédé à cela. Et puis, vous savez, ils sont allés, la situation a été tellement vite débloquée qu'ils s'y attendaient le moins. Et c'est depuis ce jour, donc, quand nous avons approfondi l'exercice, qu'il est allé, en fait, voir qu'il était nécessaire que son ami soit co-signataire de ce chèque. Et puis, les activités ont fortement repris. Donc, c'est dire que c'est important. Je prends également le cas d'une dame, elle a une boutique, et puis, bon, elle se plaint de ce qu'elle ne vend pas. On a étudié juste, donc, ce que j'appelais cette pyramide-là, et il s'est trouvé que c'est son enfant, c'est lui plutôt qui est porteur de la plus grande énergie au niveau de la boutique. Et c'est quand l'enfant est de repos les mercredis soirs, parce que c'est un élève, et qu'il est de repos les samedis, le dimanche, la boutique n'ouvre pas, que le chiffre d'affaires s'accroît. Et j'ai demandé à la dame, mais est-ce que vous n'avez pas constaté, relevez-moi en fait les jours et les recettes, et qui est resté dans la boutique tel jour, et on s'est rendu compte que c'est cet enfant. J'ai dit, mais c'est à lui qu'appartient la boutique. La boutique ne vous appartient pas, madame. Dommage. Il suffit tout simplement qu'on change un peu les rôles. Ce qu'on va faire, madame, elle dit oui, dites à votre enfant, avant d'aller même à l'école, de passer dans la boutique chaque matin et d'y arriver peut-être chaque soir avant de rentrer chez lui. Mais vous savez que rien que ce conseil, ça suffit pour que les affaires reprennent au niveau de cette boutique. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que c'est important. Une entreprise, c'est un corps vivant. Et si vous savez l'entretenir, vous en profitez. Si vous ne savez pas en fait entretenir ce corps vivant, il va être malade. Et puis finalement, vous allez vous demander, mais est-ce que ce n'est pas un sorcier? Ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Vous avez beau faire, même tout ce qu'il faut, comme on le dit à Fafa Ante, et quelque chose de ce genre, pour que les clients viennent, c'est des histoires. C'est la personne qui est là. C'est cette personne en fait qui apporte l'énergie de la clientèle et c'est cette personne qui fait grandir votre entreprise. Je crois que nous avons beaucoup parlé. Peut-être encore un dernier appelant et nous allons nous séparer. Merci à la sœur Paulette cette année. Merci à sa contribution. Il y a certainement d'autres qui cherchent donc à parler. Nous allons leur laisser la parole. Et puis à 14h30, nous allons clôturer et nous aurons fait, j'espère, combien de minutes là? On aura fait 120 minutes, je crois. Merci encore. Je suis heureux d'être en votre compagnie, partager cette émission, protégez-la, parce que nous disons la vérité toute crue sur des réalités qui ne courent pas les rues. Donc, renforcez l'émission, partagez-la pour qu'on y aille. Alors, donc, je disais déjà, je remercie déjà ceux qui m'ont appelé. Alors, je salue beaucoup, je crois que c'est Soriel, je crois, Bokovo. Je salue Guy Robert qui a envoyé Ogo Diran, Jean-Claude. Je salue Bertin Popo, Jean Bétor. Je salue tous ceux-là qui nous ont envoyé les commentaires. Merci à qui ici encore là. Pédanou Félicien. Merci à Paulette Setani, merci à Yélomé, merci encore à Gaston Ayenan, merci à qui là ici, voilà, ils sont très nombreux, Merci à tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cette émission. Est-ce qu'il y a derrière la sœur Paulette quelqu'un qui désire appeler? Merci à Tenji Chimé, je crois qu'il appelle depuis le Togo. Merci à Hervé. Merci encore à Ogouyami, Ogoudiran. Merci à qui là. Bienvenue la Koyo. Il a envoyé un message depuis Dassa. Oh là là, ils sont très nombreux. Je ne peux pas appeler tout le monde. Merci à Samuel Tobou. Merci à Calixte Bambo, merci à Alphonse, je n'ai pas vu le nom s'afficher, merci à Alphonse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, un appelant derrière? Certainement, il va venir, et ça va être le tout dernier, avant que nous fassions les recommandations pour
cette émission avant de partir. Alors la chanson dit, allez écouter les mensonges, allez écouter les balivernes, allez écouter les fausses connaissances. La métaphysique, elle est toujours dominante. La métaphysique, l'avenir, c'est elle. Voilà. Merci à la sœur Georgette Cassé qui a été la toute première artisane de cette chanson, qui a été reprise par ce chœur, qui a été reprise par d'autres étudiants à l'époque, alimentée donc par tous ceux qui portent les ZEP dans leur esprit, dans leur âme et dans leur chair. Il n'y a pas un appelant que nous attendons le tout dernier, mais il peut venir à tout moment pendant que je suis en train de recommander les ouvrages. Il peut venir, on va lui accorder la parole. Alors, je vais faire quelques recommandations d'ouvrages pour ce premier trimestre de l'année. Un livre de culture générale, c'est France-Russie. J'ai dit bien France-Russie. Il s'agit de la grande histoire. Voilà, vous voyez, la grande histoire, c'est Dan de Kiev à Vladimir Poutine. Donc voilà le titre de cet ouvrage. C'est écrit par Daniel de Montplaisir. Il est intéressant, c'est publié à Mareuil Édition. Vous commandez et vous allez avoir assez d'informations pour votre propre culture. Et c'est un livre qui a été publié, et nous sommes en 2022, ça a été publié à Paris et vous pouvez commander ça sur Amazon pour l'avoir. Nous allons le lire de janvier à mars et à partir du mois d'avril, je reviendrai encore avec un autre ouvrage de culture générale pour alimenter votre cerveau. Et j'ai souvent l'habitude de dire, si vous cessez de lire, c'est que vous cessez de dialoguer. Et si vous cessez de dialoguer, vous cessez d'exister. Le plus simplement, quand vous mettez à lire un ouvrage, c'est comme si vous parlez avec l'auteur. Alors, à cet effet, si vous voulez dialoguer avec le maître, je vais vous présenter les ouvrages que moi-même j'ai publiés. Ils sont une série, j'en ai emmené juste quelques-uns. Vous pouvez toujours aller dans notre bibliothèque ou lancer les commandes que vous souhaitez. Tu es ce que tu penses. Donc, vous allez le voir affiché en image. Vous allez voir, je vis grâce à mon corps. Très bien, c'est affiché sur votre écran. Vous allez voir les secrets pour vivre heureux. Très bien, c'est aux éditions ISEP. Tout ça, manifeste de l'initié, livre 1. Très bien, c'est affiché. Vous allez voir manifeste de l'initié, livre 2. C'est ouvert au public. Nous avons lumière et illumination de la pensée. Je crois que c'est ça. C'est affiché. Les bases fondamentales de la vie. Très bien, c'est affiché sur votre écran. Et enfin, oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Alors, je vous recommande vivement ces ouvrages. Lisez-les pour votre propre gouverne. Ça va vous donner assez d'informations sur la vie et sur ce que vous devez faire. Alors ici, j'ai amené une série de petits ouvrages que nous avons dénommés carnet à cadeaux. C'est affiché sur votre écran. Vous allez voir ce qui est affiché, les années, vous allez voir les éditions. Cela je prends le cas du 30 mars 2024. Vous avez le volume, je crois le volume 21. Vous avez la première édition de la fête champêtre du 13 avril, je crois, 2000, combien. Vous avez le volume, ainsi de suite. Donc, ça va vous permettre d'avoir les cadeaux qui ont été disséminés. Quand nous parlons de carnet à cadeaux, c'est des recettes en deux dimensions. Une première partie qui touche la santé, qui touche la pensée, et une seconde dimension qui touche ce dont vous avez besoin pour faire face à des problèmes pratiques. Donc, vous êtes peut-être dans la tour, vous êtes peut-être dans
le fistule anal, vous êtes peut-être dans le diabète, vous êtes peut-être dans le cancer. Il suffit simplement de venir au bureau. Si vous n'avez pas le carnet cadeau correspondant, vous venez et puis vous l'achetez. Donc voilà ce que je voudrais dire et souhaiter vivement que vous continuez de rester en compagnie de nos programmes. Nous sommes le dimanche, à part ce live qui passe, il y a des émissions qui vont passer en différé. Quant à moi et à toute l'équipe de réalisation de cette émission, nous vous disons merci et profondément merci, espérant que nous allons nous retrouver dans 2 semaines sur ce même plateau, dans cette même émission pour le bonheur des uns et des autres. Merci chez vous, salut autour de vous, prenez soin de vous et considérez désormais qu'une entreprise, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa taille, que c'est un corps vivant, vous avez besoin de l'analyser, vous avez besoin de l'étudier pour mieux vous orienter sur le chemin de la vie. Sinon, vous allez regretter à dire que vous avez votre entreprise, ça ne donne rien, ou bien Zanzanyon Badabré. Alors, quand Zanzanyon Badabré, ce n'est pas bon, parce que vous ne pouvez pas savoir, le Badabré là, ça va durer combien d'années. Or, il faut travailler en fait donc à maintenir votre entreprise assez vivante pour que le rôle que vous lui avez dédié, qu'elle puisse exécuter ce rôle. Merci chez vous et à très bientôt. Au revoir. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.